Vouloir le discernement, c'est renoncer à confier à son mental les rênes de son existence. On ne peut pas à la fois vouloir contrôler ce qui se passe, comment ça se passe, avec qui ça se passe et pourquoi ça se passe, et dans le même temps, vouloir être éclairé de manière croissante par ce que j'appelle le discernement. C'est l'un ou l'autre. Cette décision de lâcher prise, c'est-à-dire de ne plus s'accrocher à la situation actuelle, euh, doit être nourrie, doit être alimentée, doit être propulsée par une clarté. La clarté de savoir pourquoi j'ai pris cette situation au départ, pourquoi j'ai pris ce comportement, pourquoi je me suis tant et tant, qu'est-ce qui a motivé ça? Parce que, en vérité, lâcher prise n'est pas une décision, mais c'est une conséquence. C'est la conséquence de voir ce qu'on a pris au départ, ce qu'on a attrapé, ce qu'on a voulu garder avec soi dans ses filets, dans son coffre-fort, en vérité. Cette action-là initiale, eh bien, partait d'une erreur de jugement, d'une erreur d'appréciation, partait d'une illusion. Et lorsque on conçoit que le point de départ d'une situation qui aujourd'hui demande effectivement ce qu'on appelle la lâcher prise, mais que le point de départ eh bien, n'a aucun sens ou n'a aucune connexion avec notre unicité, eh bien, ça dégonfle totalement le processus. Et donc, on voit que le lâcher prise n'est pas un effort, c'est une conséquence d'une clarté sur ce qui, au départ, nous a fait attraper quelque chose. Donc, si je n'ai pas la clarté sur ce qui, au départ, m'a fait attraper, ça peut être une personne, ça peut être un travail, ça peut être un comportement, ça peut être tout ce qu'on veut, je vais lâcher parce qu'on me dit qu'il faut lâcher, mais n'ayant rien à la place pour donner à manger à celui en moi qui avait chopé le truc au départ, je vais immédiatement me rattraper à une autre branche. Et je vais dire, t'as vu, j'ai lâché prise. En vérité, tu n'as pas lâché. Tu as, t'es convaincu d'avoir effectivement lâché, mais il y a une partie de toi qui attend autre chose. OK, maintenant que j'ai lâché, combien de fois on m'a dit, bon, alors voilà, j'ai lâché prise, j'ai tout lâché, j'ai abandonné ceci, et il ne se passe rien. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Dire, bah écoute, il est où le résultat? Parce que j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Mais tu vois bien que c'est l'ego qui a récupéré le lâcher prise. Et tu te dis, OK, je veux bien faire ce que tu dis là, les méthodes de machin, de lâcher prise, il paraît que ça marche, mais tu as intérêt à me donner un truc en échange. Donc, ce lâcher prise, finalement, qui est vu comme un point de départ de quelque chose, pour moi, c'est davantage une conclusion, une conséquence d'un processus qui, dès le départ, va éclairer mille et un comportements qui font que l'on va s'accrocher aux choses. On va s'accrocher aux êtres, aux situations, aux possessions, à un statut, à une apparence, à une vision qu'ont les autres de nous, ainsi de suite, pensant que cela nous est utile, pensant que cela va nous éviter d'avoir peur, pensant que cela va nous amener davantage de confort, de sécurité, et ainsi de suite. Alors, rapidement, la vie fait en sorte qu'on prenne conscience de l'erreur dans laquelle on s'est embourbé, et donc, on va dire, oui, voilà, etc. Maintenant, il faut lâcher prise. Sauf que s'il n'y a pas effectivement ce processus inverse jusqu'au point d'origine, qui est toujours une peur. La peur de ne pas y arriver, la peur de manquer, la peur de ne pas être ce que l'on est, et ainsi de suite. Pourquoi j'attrape la chose si je sais que rien, que tout est là, tout le temps, où que je sois? Pas besoin d'attraper. Donc, on vient qu'au départ, l'action qui est à l'origine de la situation de celui ou celle qui tient tout, qui contrôle tout, ainsi de suite, en toi qui veut contrôler, etc., et qui amène
à ce diagnostic qu'il faut lâcher prise, c'est la présence d'une peur. Cette histoire de lâcher prise, d'abord, on ne peut pas la transposer de manière globale sur tous les humains. Pourquoi? Parce que il y a des situations qui demandent, paradoxalement, par rapport à ce qu'on vient de dire, de s'accrocher. Mhm. Voilà. J'allais t'y amener. Tu vois le truc? Si tu dis à tout le monde, écoute, la solution à tous tes problèmes, c'est de lâcher prise, quelqu'un qui a l'habitude de se disperser, de se diluer dans mille et un courants, de suivre la voie du plus offrant, d'être dans une forme d'indolence s'agissant de sa propre réalisation, ainsi de suite. Lorsqu'il commence à concentrer un peu son énergie, son attention, sa conscience dans une direction qui est propice à sa propre réalisation, et donc, bien sûr qu'au départ, puisque l'énergie n'est pas complètement condensée et orientée en direction de ce but, eh bien, c'est un peu turbulent. Et là, donc, c'est un peu turbulent pour se rendre dans cet endroit qui est plus proche de soi. Si c'est turbulent, et là tu te dis, qu'est-ce que je fais pendant les turbulences? Ben, écoute, lâche prise, hein, laisse la vie faire. Il va aller se réinstaller sur son canapé et attendre que le plus offrant vienne lui offrir une solution miracle à son désert intérieur. C'est en ça que le lâcher prise n'est pas un remède universel à toute situation. C'est encore une fois, c'est un mouvement réel, un mouvement réel on va dire, de la psyché qui est aux ordres de la conscience lorsque la conscience a éclairé le point de départ. Mais si le point de départ il est erroné, effectivement, ce qu'on dit juste avant, le lâcher prise arrive naturellement. Mais si le point de départ, c'est justement, c'est soi, on est en train de contacter effectivement un point d'unicité, un point de connaissance de soi. Un filament qui est là, on va dire, dans un couloir sombre. Et c'est ce à quoi il faut tenir, c'est à quoi il faut s'accrocher, cette espèce d'étincelle au fond de la grotte. Si là, lâcher prise, c'est tourner la tête et puis chercher la sortie, eh bien, Mhm. c'est pas ce qui est souhaité. Donc, euh, encore une fois, chaque cas est unique. Et je t'entends faire la différenciation entre ce, ce à quoi on tient, et on, à juste titre, hein, parce que en fonction de qui tient, ça fait Mm. toute la différence. Est-ce que c'est un petit moi qui s'accroche et tient à sa relation à son métier, à quelque chose qui vient nourrir son sentiment de sécurité, d'appréciation, d'approbation, hein? Ou est-ce que ce qui tient, c'est un être plus, c'est sa lumière, hein, comme tu l'évoques. Donc ça pose évidemment la question du discernement, il me Oui. semble. Le mental humain est ainsi fait a quand même de grandes difficultés à ne pas projeter dans le lendemain, dans le futur, des hypothèses. C'est-à-dire que, bah, je sais rien, moi, si tu programmes, écoute, demain, on va aller faire un tour à la montagne ou on va aller euh, se promener au bord de la mer, peu importe. Eh bien, dès lors qu'il y a une planification dans la matière, une quelconque action ou activité, le mental humain, parce qu'il est habitué à rendre service, donc à prendre les dispositions nécessaires à l'accomplissement du désir formulé la veille, eh bien, il prend il travaille. C'est-à-dire qu'il pense à des choses, tiens, est-ce qu'il y a de l'essence dans la voiture, est-ce que la route sera dégagée, est-ce que demain il fait beau, et ainsi de suite. Donc, il entoure cette planification et il dit, tiens, je suis utile, je vais effectivement, en quelque sorte,
prendre toutes les mesures nécessaires à ce que cela ait lieu. Qu'est-ce qui se passe entre aujourd'hui et demain? C'est que, par exemple, un barrage routier s'interpose entre l'endroit où je suis et puis en haut de la montagne. Là. Sauf que ça vient effectivement contrecarrer les plans du mental qui avait dit attends, mais coup, il dit ah bah, comment je vais faire? Donc, il pense, il se dit que bah, c'est à lui, effectivement, de radapter c'est sa projection, de trouver un itinéraire bis, de comprendre pourquoi il y a un barrage. De... Et c'est là où je me suis dit non, mais écoute, lâche l'affaire. S'il y a un barrage entre moi et la montagne aujourd'hui, je vais aller ailleurs. Donc, si tu veux, ce lâcher prise, c'est une dynamique que tu insuffles dans la sphère mentale pour lui donner une grande souplesse dans le quotidien. En permanence, tu mets du liant dans toute la gymnastique mentale et tu lui demandes en quelque sorte de faire avec euh, les mouvements de la vie. Tu lui, euh, tu lui évites d'aller s'user, d'aller s'obstiner lorsque manifestement il y a une circonstance sur laquelle tu n'as pas effectivement de pouvoir d'action qui s'interpose entre l'idée de la veille et la situation d'aujourd'hui. Alors encore une fois, je dis ça, il n'y a pas de généralité. Parfois, je te donne un exemple. Si on va me dire, ah oui, il a dit, quand il y a un barrage sur la route, eh bien, on reste à la maison. Ce n'est qu'un exemple. C'est dans ça où ça demande du discernement. Parfois, le barrage sur la route est l'occasion parfaite pour aller ou contourner le barrage, ou alors éclairer ce qui en soi, peut-être ce jour-là, sera totalement déçu par l'impossibilité d'aller à la montagne. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment, on ne peut pas extraire, si tu veux, cette notion de lâcher prise d'un grand ensemble de dire d'auto-investigation permanente intérieure de tout ce qui veut quelque chose, qui n'arrive pas à obtenir, ou qui semble difficile, ainsi de suite. C'est pas l'outil magique, le lâcher prise. C'est un outil qui est au service du discernement. Et donc, sans discernement, le lâcher prise sera ou de l'abandon ou de l'obstination. Et le discernement n'est pas une qualité, en tout cas de mon point de vue, n'est pas une qualité mentale, c'est une qualité spirituelle. Le discernement mental, il est fondé sur l'expérience et sur le jugement. Le discernement, c'est une aptitude spirituelle qui te confère la capacité de discerner, c'est-à-dire de déterminer si la situation dans laquelle tu es ici et maintenant, elle est propice à ton élévation ou elle ne fait que nourrir ton ego et son désir de se renforcer dans telle ou telle situation. Face aux événements qui contrecarrent hein, nos plans. Oui, Déception, hein, ça marche pas, c'est pas comme je voulais. Enfin, face à tous les, je sais, c'est pas comme j'attendais que ça se passe. Hein. Euh, c'est l'invitation à la grande ouverture, oui, hein, à la grande ouverture pour sentir c'est quoi. C'est c'est quoi le mouvement, hein, le mouvement qui est appelé là. Hein. exactement. Est-ce que c'est d'aller au contraire, waouh, se choper monter la montagne à fond, laisser la bagnole qui a grimpé ce truc dur à travers la neige, ou est-ce que Oui. c'est laisser aller à cette rencontre que j'aurais pas pu programmer.
et c'est un autre scénario, et c'est le but même qui a changé. C'est tout Et- à fait ça. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de règles. Par exemple, tu parles de la montagne, on va prendre un exemple simple que tout le monde peut connaître. Tu es en bas d'un immeuble et puis tu avais le désir de te rendre au dernier étage. C'est un immeuble qui fait 20 étages. Tu arrives en bas de l'immeuble, l'ascenseur est en panne. Il y a 20 étages. Est-ce que tu dis, bah, si l'ascenseur ne marche pas, je viendrai une prochaine fois? Ou alors, est-ce que tu prends l'escalier? Sachant que voilà, ça demande un effort auquel peut-être tu n'es pas habitué. Et donc, là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Pour Pierre, peut-être ce sera, ok, je fais demi-tour, c'est vraiment l'invitation à me poser la question, pourquoi je voulais rencontrer cette personne au 20e étage, là? En fait, je me rends compte que ça n'a pas de sens. Ou alors, pour Véronique, c'est, ah là, je me vois, c'est presque l'autosabotage. Il y a une partie de moi qui est arrangée par le fait que cet ascenseur ne marche pas parce que j'ai un peu peur de rencontrer cette personne au 20e étage. Donc ce serait pour moi une bonne excuse de me dire, ah ben non, l'ascenseur était en panne, donc si c'est pas fluide, ça veut dire que je ne dois pas y aller. Or, Véronique, elle est habituée à chaque fois faire un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, pour Véronique, cet ascenseur en panne, c'est l'univers qui lui demande, est-ce que tu veux vraiment y aller? Ou alors est-ce que tu vas encore laisser ta peur et puis tes projections qui créent effectivement des difficultés, des pannes ponctuelles, être une énième fois l'excuse à tes demi-tours. Donc tout ça c'est fin. Et pour le même Pierre, la même Véronique ou le même Frédéric et le même Simon, dans une journée, il peut à la fois y avoir, effectivement, je fais demi-tour, on fait l'ascenseur, et non, cette fois-ci, je prends l'escalier. Hmm. Mais si tu commences à en tirer des conclusions systématiques qui deviennent, on va dire, des modes d'action téléphonés, eh bien, tu vois que ce fameux discernement, il est dans ta tête, il est fondé sur le passé, sur l'expérience, sur des a priori, sur des règles. Par exemple, pourquoi je dis ce discernement, il est spirituel? Tu dois effectivement être dans cette intériorité, dans ce centrage, dans cette connexion avec soi permanente qui te renseigne, qui te dit, vas-y. Ou alors, qu'est-ce que tu sens là? Qu'est-ce que tu choisis de voir? Qu'est-ce que tu choisis de répondre à ce bouton d'ascenseur qui ne s'allume pas? Donc, c'est à la fois subtil et en même temps, ça vient te prendre là dans le quotidien, tout le temps. Chaque fois que tu vas laisser entre guillemets, trop de liberté à ta sphère mentale de déterminer en amont la suite de l'itinéraire, plus tu laisses partir loin, plus c'est difficile d'ensuite de laisser la place au discernement. Parce que lui, il va anticiper l'étape numéro un, la 2, la 3, la 4, jusqu'à peut-être l'après. L'après réalisation, il se voit déjà, tiens, j'ai mon rendez-vous, il commence déjà à s'imaginer en train de raconter comment son rendez-vous s'est passé au 20e étage, ainsi de suite. Sauf que quand il arrive sur le bouton qui ne s'allume pas, qu'est-ce qu'il fait là? Hmm. Et puis, bien sûr, il y a cette réaction immédiate de l'ego qui va commencer à insulter l'ascenseur ou ça marche jamais, truc, justement, ça tombe mal le jour où j'ai rendez-vous, regarde ce qui se passe, j'ai vraiment pas de chance, ainsi de suite. Alors que, donc c'est dans ça que, encore une fois, je dis que ce discernement, cette aptitude spirituelle à indiquer si la situation est propice soit à la nourriture de l'ego, soit à l'élévation de l'âme à travers l'incarnation, euh, il faut la vouloir. Il faut la demander, cette aptitude, ce discernement. Hmm. C'est une capacité qui s'acquiert par l'expérience, que l'expérience, elle te dit, écoute, moi, un jour, j'ai emprunté le pont pour traverser la rivière, le pont s'est cassé. Donc, chaque fois qu'il y aura un pont, je ne prendrai pas. Donc, sauf qu'un jour, le pont est cassé, un jour, le pont, il ne se cassera pas. Donc, c'est quelque chose d'éminemment subtil. Euh,
D'ailleurs, ce terme de discernement est souvent emprunté à mauvais escient. On entend tout ça, et machin, il faut faire preuve de discernement, il faut faire preuve de discernement. Alors que là, en vérité, euh, chercher à faire preuve de discernement, c'est simplement, on dit à la personne, écoute, il fallait réfléchir avant. Donc, en fait, on convoque le mental. Euh, et je dis pas que c'est simple, hein, parce que je te dis, ce discernement, il faut le vouloir. Ça veut dire qu'il faut l'appeler à soi. Vouloir le discernement, c'est renoncer à confier à son mental les rênes de son existence. On ne peut pas à la fois vouloir contrôler ce qui se passe, comment ça se passe, avec qui ça se passe et pourquoi ça se passe, et dans le même temps vouloir être éclairé de manière croissante par ce que j'appelle le discernement. C'est l'un ou l'autre. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut choisir? C'est le libre arbitre. Mm. Tu peux en faire qu'à ta tête. Tu as le droit, effectivement. Moi, j'ai souvent dit, moi, mon libre arbitre, il me sert à renoncer au libre arbitre. Je renonce à cette capacité du mental de donner son avis sur ce qui est bien, pas bien, à faire, à pas faire, en fonction d'un apprentissage, d'une acculturation, d'une mode, et ainsi de suite. C'est mon arbitrage. Mais encore une fois, ça veut dire que quand tu fais un choix, tu renonces à ce que tu n'as pas choisi. Tu ne peux pas à la fois vouloir planifier ton existence, celle des autres. Tout à l'heure, on parlait des dirigeants. Comment tu veux qu'un dirigeant, sur des promesses qu'il a à faire sur les 5 années à venir, tu sais déjà pas ce que tu fais dans 5 jours, Mm. et tu vas croire que lui ou elle a un plan sur 5 ans, et après tu es déçu. Mais ça n'a pas de sens. Combien de fois dans une vie, tu peux te dire la phrase, ah, si on m'avait dit ceci, je n'aurais jamais cru. Si on m'avait dit que je vivrais ça, que je ferais ça, que je ferais ci, je n'aurais pas cru. Oui, mais qui dit si on m'avait dit ça, je n'aurais pas cru? C'est la tête effectivement qui tombe des nues à chaque fois que les plans se déroulent de manière euh, différente de ce qu'elle avait imaginé comme trajectoire. Or, tout à l'heure, on parlait de cette fin de cycle. Si tu es dans ta tête actuellement, là, comment tu fais? Tu ne peux planifier le futur de l'humanité que depuis un espace connu ou un espace déduit depuis des appréciations, on va dire, analytiques de l'actuel. Or, tu peux faire un autre choix, qui n'est pas celui de confier à ta tête la mission du lendemain ou la, ton positionnement dans l'humanité à venir, c'est celui de dire, tiens, dans ce monde-là, si j'utilise ma tête pour m'y repérer, mon mental pour m'y repérer, et pour planifier, parce que ce qui se passe dans le monde, c'est qu'en fait, l'humain cherche à planifier son itinéraire, hein, là où je le redoute, c'est qu'il ne sait pas s'il va trouver une route pour lui ou ses enfants, et ainsi de suite. C'est tu dis, tiens, plus je vais confier à mon mental la mission de trouver le chemin dans ce monde à venir, plus ça va être compliqué. Pourquoi? Parce que je vais arriver de déception en déception, de surprise en surprise, mais pas au sens du cadeau. Je pense, je suis pris Mm. démuni. Or, si tu dis, attends, écoute, de quoi j'ai besoin? Parce qu'il va arriver plein d'événements. J'ai besoin de discernement. J'ai besoin de savoir dans toutes les circonstances qui vont arriver dans ma vie, dans la vie de ceux qui sont autour de moi, mes proches, j'ai besoin de discernement, c'est-à-dire d'une capacité immédiate, cellulaire, intuitive, fulgurante à distinguer sur là, l'événement qui arrive, qui advient, est-ce que je dois le rencontrer ou c'est une invitation à aller examiner ce qui est en fond de moi et stimuler à peur, doute, tente à se rebeller et ainsi de suite. Et donc, et on peut, tu vois bien, plutôt attendre que non, on veut que le monde change, c'est-à-dire qu'il s'adapte à ce que notre tête a planifié,
Quand je dis je veux que le monde change, c'est-à-dire que je veux un monde futur que ça conforme aux attentes de mon mental. Un monde dans lequel il y aurait ci, ça, machin, etc. Sauf que ce monde-là n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, ce fameux changement espéré, ou donc les changements qui sont actuellement observés et qui manifestement ne correspondent pas aux planifications du mental de la grande majorité des êtres humains, euh, eh bien, ça, pour moi, c'est une grande invitation à dire, écoute, tout ce qu'on a planifié avec notre tête, tout ce qu'on a pronostiqué, tout ce qu'on a voulu souhaiter, ainsi de suite, ça ne semble pas vraiment correspondre. Alors peut-être que euh, pour faire face à ces changements auxquels notre intellect, en tout cas face auxquels notre intellect est démuni, peut-être serait-il plus heureux, plus sage de faire appel à une capacité intrinsèque, hein, quelque chose qui nous appartient vraiment, et qui est une lumière, c'est une lumière qui éclaire ce chemin qui est devant soi. Et c'est encore petit, il faut le vouloir. On peut très bien préférer, dans l'époque actuelle, plutôt que de demander individuellement à gagner en discernement, capacité spirituelle, on peut préférer demander aux gouvernants qui changent des choses, aux voisins qui l'arrêtent je sais pas quoi, de vivre comme avec son mode de vie, à tel pays étranger de faire moins de ce qu'il fait, et ainsi de suite. Demander aux autres qu'ils s'adaptent à nos prévisions, nos pronostics. Alors, plus on demande aux autres d'être différents de ce qu'ils manifestent aujourd'hui, plus la sensation d'hostilité collective est ressentie. Donc c'est là tout le paradoxe. Et l'époque actuelle, elle vient justement chercher l'humain dans tous ces paradoxes. Tu veux quoi? Veux en même temps, tu veux la liberté, mais en même temps, tu veux qu'on te guide, tu veux qu'on te promette des choses, mais en même temps, tu veux pas croire aux promesses. Enfin, c'est un monde qui appelle, pour moi, à la prise de responsabilité individuelle et donc collective. Parce que qui accompagne cet refus du discernement, c'est quand même un désir assez fougueux chez l'humain euh, de déterminer ce que les autres devraient faire. Il devrait faire ça, pourquoi il fait ça, ils ont pris la mauvaise décision, et il passe une quantité d'énergie Oui. à commenter les actions des uns des autres. Il ne devrait pas faire ci, pas faire ça, pourquoi il dit ci, pourquoi il dit ça, et à vouloir corriger sans cesse les mots des autres, leur posture, leur tout. Alors, pourquoi? Il va se passer quoi si le monde dans lequel tu es, enfin, chacun dit ce que tu as envie d'attendre, chacun joue la musique qui te plaît, chacun dirige le pays exactement selon tes souhaits, tes désirs. À quel moment ça va arriver, ça? Donc là aussi, se dire, tiens, est-ce que je suis venu sur Terre pour ça? Pour me débattre dans un monde dans lequel, manifestement, tout ce que je désire par rapport aux autres ne se réalise pas. C'est éreintant, c'est épuisant. Donc, ça demande, là, en tout cas personnellement, tu vois, ça me demande quand même fréquemment hein, de lâcher aussi quand même ce désir que toutes ces personnes qui sont accrochées, hein, accrochées à des trucs insensés, cessent de s'accrocher. Hein. Parce que ce que tu décris un monde avec ceux qui attendent ces dirigeants miraculeux, un faiseur de miracles qui ne produisent pas, les autres qui sont accrochés à des vieux trucs et continuent à faire plus de la même chose et collectivement nous amener voilà, vers ce où on va. C'est pas rien de voir ça et d'accepter que ça soit ainsi quand même. Hein. Tu vois, face à ce collectif historique d'humains hein, qui va payer les conséquences de ces,
errements hein, de ce à quoi il tenait, tellement euh, ça pose, oui, ça me pose constamment la question de ma responsabilité, en fait. Ouais. Alors, payer, je ne sais pas si c'est le bon mot, hein, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de punition, mais Je dirais en souffrance quand même, c'est-à-dire que tout est en équilibre. génération de souffrance. Tu vois. Tout est équilibre. Tout est toujours. Je veux dire, la loi fondamentale dans cet univers, c'est l'équilibre. D'un côté, il y a on va dire, une perte d'ignorance, et de l'autre face, il y a une prise de conscience. Donc, ce monde actuel, avec cette humanité, a fait, en quelque sorte, des choix dont beaucoup sont fondés sur de l'ignorance. L'ignorance des conséquences de ce qui était, voilà, je crois que je peux, je sais pas quoi, je peux bétonner la côte et puis que ça va pas changer pas quoi, la façon dont la mer réagit avec la terre. Je crois que je peux faire travailler un humain 18 heures par jour jusqu'à ce que mort s'en suive, si ça profite à mes intérêts, et ainsi de suite. Bon, à l'infini. Euh, Encore une fois, là, l'époque actuelle est une époque de rééquilibrage. Alors, la tentation, elle est celle du dépit ou de la colère ou de la lutte qui dit, mais regarde, ce monde est injuste, en gros, ce monde n'est pas équilibré. Pour voir la puissance infinie et euh, souveraine de l'équilibre universel, il faut d'une part le vouloir, et il faut effectivement s'élever à une vision autre que celle du mental. Le mental ne détecte que des déséquilibres. Mon voisin a une maison plus grande que la mienne, il y gagne plus dans son travail, voilà. Ça s'arrête là. Ça, c'est le mental. Il fait des comparaisons. L'autre, il salit plus que moi. Tel pays est plus dangereux que, je sais pas quoi, la Suisse ou le Botswana. Ce ne sont que de la détection de déséquilibres qui font peur parce qu'on a l'impression que si on ne se relève pas les manches et que par soi-même on ne résout pas ce déséquilibre, on n'abaisse pas ceux qui sont trop haut et on ne remonte pas ceux qui sont trop bas, eh bien ça va d'une part perdurer et ça va nous mettre dans ce déséquilibre. Bon. Dès lors que tu prends un peu de hauteur, tu examines cet univers, en tout cas où il t'est donné la faculté d'examiner cet univers, depuis un espace d'équilibre, ou d'équilibration, dirais-je. Tu vois à quel point euh, l'époque actuelle, elle insuffle, de gré ou de force, cette loi d'équilibre. Parce que quand on finit un cycle, on doit mettre les compteurs à zéro. Vision qui soulage de toute cette lutte, cette envie d'en découdre avec chaque fois que les infos donnent les grandes nouvelles ou que tout ce qui est observé. Euh, et où, quand tu vois c'est un peu comme des grandes marées, tu vois les grandes marées énergétiques qui sont à l'œuvre, on va dire, dans la région énergétique de la Terre, tu vois à quel point c'est dérisoire ces appréciations là locales sur les fameux déséquilibres et à quel point tout est en train de s'équilibrer. Alors, c'est pas dire que pour autant, ça me rassure, donc non, non, mais c'est vrai pour toi aussi. Ça veut dire que 100% de tes pensées, tes idées, de tes actions, de tes omissions auront à être équilibrées. Et ça, c'est vrai à l'échelle individuelle, c'est vrai à l'échelle collective. Quand tu sais, c'est un peu comme Jésus disait, bah tiens, celui qui n'a jamais péché, il doit se première pierre, quoi. Que celui qui n'a jamais généré un déséquilibre, monte sur l'estrade. Hein. Donc, il faut bien se dire, tiens, d'être le champion du monde de la détection des déséquilibres
dans la société, dans les médias, dans les pays, dans tout ce que tu veux, dans l'éducation. Est-ce que je suis aussi un champion de la détection des déséquilibres dans ma propre vie? Est-ce que je suis parfaitement au clair avec tout ce que j'ai émis, tout ce que j'ai capté, tout ce que j'ai demandé? Est-ce que j'ai donné autant que j'ai demandé? mm, Est-ce que j'ai rendu autant que j'ai pris? Est-ce que j'ai aimé au moins autant que j'ai jugé ou détesté? Est-ce que j'ai pacifié au moins autant que j'ai divisé? Ça demande un examen de conscience. Cette fin de cycle, c'est aussi une fin de cycle en soi. La fin du cycle de la peur avec toutes ses conséquences, de jugement, la séparation, la mise à l'écart, des cycles de protection par rapport aux autres, ainsi de suite. Et c'est pas rien, c'est extrêmement engageant. Cette voie de l'équilibre, c'est un état d'être permanent où tu as conscience que les choses qui adviennent, même les plus inconfortables, elles sont pas là pour te mettre en déséquilibre, mais pour te remettre d'aplomb. Et donc, c'est là oui. où tu conçois que, bon, euh, si j'ai peur de tout ce qui peut m'arriver, en fait, j'ai peur de moi-même. Je ne fais pas confiance en ma capacité à rayonner ce que je suis. Toute situation, la plus confrontante soit-elle, est toujours une invitation à ce que tu y manifestes ton plus haut degré de lumière, d'intégrité, d'amour. Toujours. Alors, bien sûr que avec l'habitude, avec tout ce qu'on connaît de la capacité de l'ego humain à riposter avant l'emploi du cœur, ça peut sembler compliqué, voire presque impossible pour certains. Non, je peux pas, non, non, c'est trop dur pour moi, je peux pas faire ça, ainsi de suite. Jusqu'à temps que, de guerre lasse au sens propre du terme, tu convoques en Mm. toi une dimension plus vaste que celle de la division. Tu fais le choix de l'unité. Je sais bien que j'ai passé un grand nombre d'années dans des pays en guerre. Euh, si j'ai, comme tout le monde, utilisé un certain nombre d'années ma tête, mon mental pour analyser les situations. J'ai même été, à un moment donné, patron du renseignement la gendarmerie française en Afghanistan. Donc, autant dire que, en termes d'analyse des liens de cause à effet présumés, euh, je connais la méthode. S'il se passe ça, c'est à cause de ça. La solution à amener, elle est ça, etc. Ainsi de suite. Bon. Euh, Ça, c'est, on va dire, la vision qui est autorisée, puisqu'on a un mental qui est capable de faire ça. Sauf que les liens de cause à effet ne sont pas ceux que le mental est capable de déterminer. Euh, l'écueil, l'écueil sur Terre, c'est de concevoir le temps de manière linéaire. Donc, on voit une suite de conséquences d'un point A dans le passé à un point B dans le présent et un point C dans le futur. Or, les choses n'ont pas lieu ainsi. C'est absolument inaccessible pour le mental humain de concevoir un temps qui n'est pas linéaire et dans lequel, en quelque sorte, un espace-temps terrestre dans lequel tout a lieu en même temps, toutes les époques, toutes les situations, tout comme on va dire, un jeu vidéo dans lequel il y a toutes les, ou un DVD, dans lequel il y a toutes les pistes, et tu choisis d'en voir une en particulier. Mais toutes les pistes existent, ou comme une télé. Une chaîne de télé, une télé dans laquelle tu regardes une chaîne, c'est pas parce que tu regardes pas les autres chaînes qu'elle n'existe pas. Donc, on va dire, c'est vraiment une image basique, mais quand tu prends un poste de télévision, tu choisis de regarder une chaîne. Et quand tu choisis de regarder une chaîne, qui est celle, la chaîne actuelle,
on va dire, le média humain actuel, qui est la chaîne, la manière de regarder le monde. Si tu regardes cette chaîne-là, tu ne peux pas regarder les autres. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Donc, tu peux regarder chaîne par chaîne, tu peux zapper, on a un point de vue, ou alors tu peux remonter à la source de diffusion de l'intégralité de ces chaînes, qui sont diffusées tout en même temps. Quand tu regardes une chaîne de manière ponctuelle, le média humain en général, effectivement, c'est une vision parcellaire, et tu peux t'offusquer, t'indigner, ainsi de suite. Si tu as le loisir de voir toutes les chaînes en même temps et leur origine avec le système de diffusion qui a lieu en amont de l'incarnation, tu vois que c'est une sorte on va dire de grand cinéma, et que l'humain, quand il regarde les médias, il regarde l'écran de cinéma et il se prend en jeu. C'est pas juste, machin, etc. Bon. Euh, il y a le fait de remonter dans la régie du diffuseur, ou depuis l'endroit où ce qui est projeté à l'écran, en fait, est imaginé, conçu. Et on voit que en fait, ce ne sont que des jeux d'acteurs dans lesquels, effectivement, il y a du drame, il y a des rebondissements, il y a des faillites, il y a des prédations, il y a tout ça. Euh, et le but n'est pas de changer ce qui se passe sur l'écran, parce que, comme tu l'as très bien dit, ça ne marche pas, on s'use sans résultat. C'est de dire, tiens, moi j'ai envie de comprendre. Je ne vais pas comprendre avec ma tête, parce que ma tête ne pourra jamais comprendre pourquoi un enfant est bombardé. Elle ne pourra jamais accepter ce qui est mentalement, intellectuellement inacceptable. Donc, comme c'est hors de portée du mental humain, je veux l'entendre au sens de l'entendement, un entendement cellulaire, cardiaque. Je veux entendre la causalité réelle de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ça demande de revenir à un étage tel que tu es en quelque sorte sur le cahier du scénariste qui est en train d'écrire les rôles des uns et des autres, qui détermine les fonctions. Tu as toujours le rôle de ceci, de cela. Pourquoi, dans quel but? Pour que tous et toutes, qui vous êtes tous un en vérité, que vous fassiez tous de manière qui vous est propre, qui vous appartient, qui vous sert, l'expérience de l'amour inconditionnel. Et donc, pour faire l'expérience de l'amour inconditionnel, comment ça se passe? Est-ce que si je m'incarne avec des gens autour de moi qui m'aiment sans condition, est-ce que je peux faire l'expérience de l'amour inconditionnel? Ah non, il faut que je m'entoure de gens qui m'aiment avec des conditions, qui m'aiment si je suis comme si je suis suffisamment sympa, serviable, si je corresponds à leurs attentes. Donc, ils vont mettre plein de conditions au fait de m'aimer ou de m'accepter. Bon. Euh, donc, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Ah oui, c'est blessant. Ça fait mal. J'aimerais tellement avoir, je sais pas quoi, une mère, un père, un voisin, un compagnon, un employeur qui m'aime pour ce que je suis. Sauf que ça n'arrive pas. Donc, comme ça fait mal, au départ, je leur demande de changer. Aimez-moi, aimez-moi, aimez-moi. Et puis ça marche pas. De guerre là, j'ai dit, oh, putain, je dois trouver cet amour inconditionnel en moi. Je dois aller le contacter à l'intérieur. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que je commence à comprendre pourquoi, dans ce monde, il y a tellement de conditions à l'expression de l'amour inconditionnel, qui est un pléonasme en soi, mais bon, il faut bien utiliser des mots. Et, et tu vois que tous celles et ceux qui arrivent massivement sur Terre, notamment en cette fin d'époque, sont là pour la même chose. Et plus la soif d'incarnation de l'amour inconditionnel est forte, plus on va s'incarner dans des endroits qui semblent en manquer. C'est-à-dire, on va, pour goûter la pure lumière que nous sommes, on va aller se foutre dans le fond de la grotte, dans la gadoue du caniveau, dans la tranchée qui est bombardée. Mais si on choisit de ne voir que le résultat sur l'écran et de voir que des victimes et des bourreaux, évidemment que là, ça fait mal, je ne comprends pas, etc. Ça ne veut pas dire pour autant que tu applaudis
aux, euh, aux explosions, aux mutilations. Pas du tout. Ça veut dire que, j'ai dit tout à l'heure, ce discernement, il te permet l'amour inconditionnel, il te permet la compassion, il te permet de comprendre à quel point l'amour divin, l'amour universel, la source, Dieu, peu importe comment on l'appelle, n'a pas de préférence pour les uns et les autres. L'humain aimerait tellement qu'il dit, mais non, quand même, la source, là où Dieu, le ciel, vous préférez les gentils par rapport aux méchants. Non, contrairement à l'humain, le divin ne se sépare pas, ne se coupe pas en deux, n'a pas de préférence, est parfaitement à l'équilibre. Et donc ça, c'est absolument intolérable, inaccessible pour le mental humain. Ça demande effectivement une élévation de conscience telle que l'on puisse être soi-même en relation avec la cause de ce monde tel qu'il nous apparaît. Alors, bien sûr que dans cette fin d'époque, cette fin de cycle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un afflux massif d'âmes qui s'incarnent pour justement, parce que il y a cette soif de vivre dans sa chair cet amour inconditionnel. Mais si tu t'incarnes effectivement entouré de bambins gentils, de petits chiots qui te font des câlins, etc., je veux dire, c'est facile d'aimer tout ça. C'est facile d'être euh, en amour avec. Vas-y, maintenant, incarne. Donc, dans ta chair, manifeste un amour sans condition dans ce monde. Ah, c'est une paire de manches, là. Ça demande de transcender, effectivement, les conditionnements. Parce que, je veux dire, aimer ce qui est aimable, en quoi tu dépasses ta condition? Je n'importe qui peut le faire, quoi. Et quand je dis aimer, c'est pas un amour humain, apprécier, trouver ça cool. C'est être aimer, ça veut dire voir. C'est-à-dire voir la lumière en toute chose. C'est ça, aimer. Voir la lumière en toute chose. Et notamment, toutes les choses qui semblent en être privées. Alors, bien sûr que on peut être guidé par la réaction de sa chair, de son intellect, un truc, bon, action, on va dire, primitive des sens. Et la sagesse nous invite à prendre de la hauteur, non pas à se détacher du monde, c'est pas ça du tout, hein. Prendre de la hauteur, c'est pas aller sur la colline pour dire, tiens, ce que disent les médias, ça m'intéresse pas, ça me touche pas, c'est pas ça du tout, c'est pas du tout une froideur vis-à-vis de ce que les uns et les autres traversent ou endurent. C'est pas ça du tout, prendre de la hauteur. C'est pas prendre la distance, c'est pas fermer la télé parce que c'est trop dur à voir. Non, prendre la hauteur, c'est une hauteur intérieure. C'est-à-dire être néanmoins capable de voir tous les tourments de ce monde et toutes les atrocités qui peuvent être euh, commises ou accomplies, et à travers ça, être arrimé au désir ardent d'y voir l'étincelle de lumière qui réside en tous et toutes. Ça, c'est l'œuvre d'une vie. Tu vois, notre thème, en tout cas qui a présidé au fait qu'on se retrouve aujourd'hui, était le lâcher prise. Et l'expression qui me vient en t'écoutant, c'est euh, le véritable lâcher vient en s'élevant. Hein, c'est un double mot. C'est comme une Une molécule élève, donc. qui lâche du lest. Elle lâche du lest pour s'élever. Et dans ces sacs de lest, là, pour l'humain, il y a essentiellement la peur, de la peur. La peur qui est mère de toutes les divisions, de la peur qui est mère de la colère, du jugement, la séparation, ainsi de suite. Et c'est là donc on vient de faire la suite dans notre épisode précédent sur, tu sais, sur l'interview où tu as Ouais, parlé de la peur. C'était l'an dernier, à peu près à la même époque. ouais.